J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu, car même si c'est sympa, en fait ça va continuer avec les troisièmes parties. Dans le dernier épisode, je parlais d'une attraction qui n'avait pas pu être construite. C'était à Adventureland. Et ben il y a pire, il y a même des projets qui restent juste à l'état d'étude. On est à Disneyland Paris et tu savais que derrière moi cet énorme arbre, à la base ça devait être une montagne russe sur Tarzan. Et oui, tu connais sûrement la cabane des Robinson à Disneyland Paris dans laquelle tu peux monter pour vivre une petite balade. Mais à la base cet immense arbre il devait accueillir une montagne russe sur Tarzan. Ou même des fins d'attraction qui étaient sponsorisées par des marques, qui permettaient de faire durer un petit peu l'ambiance de l'attraction. Comme avec le post-show de France Télécom, qui sponsorisait l'attraction It's Small World. Mais si vous savez, l'attraction avec la musique qui vous rentre dans la tête. Non, 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 non. L'attraction It's Small World, c'est l'unité entre tous les peuples. Et là, c'était la même chose. C'était les peuples qui communiquaient entre eux, chacun avec leur langue. Moshi moshi, hi! C'est naïf et réconfortant. Nanana, nanana, nanana. Mais le pire du pire, c'est les attractions disparues et qui étaient vraiment très sympas. Ah ça, c'est un passement au cœur. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Axel. a toujours quelque chose à dire. Allez, c'est parti, on va faire un top. Mon top 3 des attractions disparues. Numéro 3, le Visionarium. Là, on va parler d'un land qu'on n'a quasiment pas vu dans les vidéos. Discoveryland. On retrace la quête de l'humanité pour parvenir à concrétiser les espoirs et les rêves de ces hommes de tous les temps qui furent et sont les inventeurs du futur. Ici, on peut constater qu'imagination rime avec innovation. Aussi, j'ai le plaisir d'ouvrir Discoveryland par ce dicton qui depuis toujours a été le mien. Ce que l'homme peut concevoir, l'homme peut l'accomplir. Land unique pour les parcs Disney qui met la part belle aux inventeurs et au rétrofuturisme. Rétrofuturisme Jules Vernier un petit peu dans l'esprit. Il y a carrément une expérience sur le Nautilus. Une expérience tirée de 30 milieux sous les mers, dont l'un des effets a d'ailleurs été modifié récemment. Mais c'est nul. On n'est pas sur un rétrofuturisme des années 50, non, là on est vraiment dans du steampunk. Ah et c'est quand même vachement plus sympa. Et le Visionarium s'inscrit dans cet esprit, enfin s'inscrivait. C'est à la place de l'attraction sur Buzz l'éclair. On y retrouvait un pré-show sponsorisé par Renault, d'ailleurs ça se voit avec ce prototype. Il n'y a pas de doute sur les années 80-90. On est clairement sur le fantasme du futur, et on voit que Renault voyait loin dans cette publicité. Oui, très loin. Bon, en attendant, vous avez un magnifique espace. Ouais, c'est déjà moins vendeur. On y trouvait beaucoup d'inventions et de maquettes qui symbolisaient l'évolution des techniques avec une maquette de TGV qui avait marqué beaucoup d'enfants de l'époque. Et ce, pour une scène du film sûrement. Oui, c'était un court-métrage, mais un court-métrage très particulier, en 360. Oh non, ça va pas recommencer. Ah, bah comme ça c'est mieux. Mesdames et messieurs, je suis votre hôte, Timekeeper. Dans quelques minutes, vous allez me rejoindre dans la pièce d'expérimentation pour assister au déroulement de ma dernière et fantastique invention. En plus de Timekeeper, qui était un animatronique qu'on voyait directement sur scène, dans la version américaine, il était même doublé par Robbie Williams. D'ailleurs, le robot américain lui ressemble bien plus. Logique. Il était aussi accompagné de Nine Eye. Bonjour. Veuillez m'excuser, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous présenter mon impatiente collaboratrice, Nine Eye. Salut à tous. Votre pilote d'essai pour vous servir. Qu'on ne voyait sur le show que quelques fois. Pourquoi ? Car c'est elle qui voyage dans le temps. Nine Eye est la perfection même pour notre mission historique, car elle est une caméra voyageuse. Chacun de mes yeux, et j'en ai 9, est une caméra vidéo qui vous donne une vue panoramique totale, à gauche, à droite, partout. Timekeeper, fais pas le clown, je te vois, j'ai aussi des yeux derrière la tête. Alors, pourquoi cette attraction a disparu ? On en est presque au niveau de l'autopsie là. Oui, clairement. C'est Là, parce que l'autopsie l'attraction post-mortem. Hein, oui, 20e anniversaire de la disparition du Visionarium. Voilà. Tu vas peut-être rencontrer quelques-uns des plus grands cerveaux de l'histoire. Ça va me changer. Tais-toi. Le show est rempli d'humour et de poésie. Je vous laisse un lien en description. Et donc vous laissez la magie de la découverte. En réalité,
Sa disparition a quelque chose de logique. Bien sûr, ça aurait été un vrai gros film Disney au cinéma, on aurait d'autres niveaux d'exigence, mais par rapport à ce qui avait été servi comme tambouille dans les parcs et ce qui est encore servi aujourd'hui, il s'en tire extrêmement bien. Et surtout qu'il s'agit d'une attraction qui ne prenait pas les spectateurs pour des imbéciles, qui ne les poussait pas à acheter des pluches à la sortie, qui les incitait même plutôt à lire des livres. C'est ça, venez acheter du Jules Verne. L'explication est simple, l'argent. Et plus précisément, le profit. Le film a été spécialement préparé pour le public européen. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez même retrouver Gérard Depardieu dans le film. Tu vas te régaler là. Si les hosties étaient comme ça. Pourtant, le film a bien été présent sur le sol américain dans le parc de Floride et à Tokyo. Et c'est assez logique. Disney, lors de l'intégration du parc américain sur le sol français, pour rassurer les élus locaux, ont l'obligation de promouvoir la culture française. Et ce pour l'implantation géographique du parc Disneyland et de ses conséquences sur l'agriculture française. L'endroit s'appelait les Trois Petits Bois, les Regards, les Longs Grès. Gabriel Vanhoenacker y était né. À la place de ces champs, 12 000 places de parking et des trottoirs roulants qui mènent désormais vers Adventureland, Cheyenne Hotel ou Santa Fe. Les agriculteurs s'en prennent donc à Mickey et ils sont 500 à avoir établi un barrage filtrant devant le parc d'attractions d'Euro Disneyland à Chessy. Nouvelle illustration de la grogne contre la réforme de la politique agricole commune. Sur place pour Antenne 2, Étienne Lénard. Alors quand je parlais d'exportation, c'est quand même limité. De nombreuses scènes du film sont supprimées, en y remplaçant quelquefois par des scènes locales. Bye bye Gérard Depardieu, et à la place, on met un survol de New York. Disney veut s'adapter à chaque marché dans lequel il place ses parcs. Sauf qu'aujourd'hui, on est rentré dans une logique de standardisation. En bref, chaque parc Disney se ressemble et propose une expérience semblable. Allez, tout ça me déprime, il est grand temps de passer au numéro 2. Les animaux du futur, du Futuroscope. Et oui, là on va enfin sortir du parc Disneyland. Et ce, définitivement pour cette série. Oui, la prochaine fois, de toute façon, on passera sur le deuxième parc. Bon, retournons au Futuroscope. Bienvenue dans une de mes attractions disparues préférées, les animaux du futur. On est totalement dans de la prospective. On imagine comment les animaux pourront évoluer dans le futur. C'est une expérience numérique. Il est vrai que des expériences de réalité virtuelle comme l'EVA, cette start-up française où vous voyez les images en direct, qui s'est développée sur tout le sol français, montrent que ces expériences se sont banalisées. Sauf que là, on est en 2008. Et je me souviens de ma première découverte de cette attraction. J'ai même retrouvé une photo. Oh yeah! Bienvenue dans un safari du futur. L'architecte du bâtiment a même exprimé cette volonté en s'inspirant de l'Arche de Noé. Pour la technologie de l'époque, c'était super sympa. Il s'agissait de réalité augmentée. Le manège passait de pièce en pièce. Vous aviez des lunettes qui laissaient passer la lumière et la vue du décor réel, en y rajoutant des éléments virtuels. Cette technique s'appelle la réalité augmentée. On y rajoute aussi quelque chose d'autre. Et l'imagination très féconde des scientifiques. Donc ils se sont demandé au regard de l'évolution des espèces, de la tectonique, pas de la danse, la vraie tectonique des plaques. J'adore rire. Des changements climatiques, à quoi pourraient ressembler nos petites bébêtes dans plusieurs millions d'années. Enfin, petite bébête, le tortunosaure ferait quand même 7 mètres de haut et 120 tonnes. Donc, On y trouvait bien sûr d'autres créatures. Et ce qui était cool, dans différents biomes. J'ai même réussi à vous retrouver cette vidéo qui montre les différentes espèces sous forme de cartes en réalité augmentée. Un petit peu comme le jeu sur 3DS, pour ceux qui connaissent. C'était la mode à l'époque. Ainsi, l'attraction imaginait des animaux plus ou moins lointains dans notre futur. Et ces inspirations ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'un docu-fiction. Docu-fiction du même nom. Le coffret DVD Imavision, Les animaux du futur, présente des créatures étonnantes animées en 3D. À quoi ressemblera la Terre dans quelques millions d'années? 3 DVD de témoignages scientifiques, avec en plus des suppléments fascinants dont un making-of et une galerie sonore. Moi, ce qui me déprime hautement cette fois-ci, c'est pas qu'elle a disparu. Non, c'est qu'elle a été remplacée par une attraction sur le thème des lapins crétins. Alors ces petits bonhommes, je les aime bien, mais en plus d'avoir tué Rayman, ils m'ont tué l'une de mes attractions préférées. Non, et clairement, vous me cassez les couilles. On pouvait évidemment interagir avec elle. C'était ça qui était sympa avec cette attraction, c'est qu'elle était interactive. C'est tout l'intérêt de la VR. D'ailleurs, mon plus beau souvenir de cette attraction, c'est quand j'ai interagi avec l'une de ces espèces, ma préférée, qui a un nom particulier, le suceur sauteur. Je
ferai pas de blague, qui a pour ancêtre notre escargot actuel, disons dans le délire de l'attraction. Jamy de l'émission C'est pas sorcier présentait même l'attraction dans une courte vidéo à l'entrée. Assez rigolo quand on sait que Sabine, sa collègue de l'émission, présentait elle aussi une autre attraction, un quiz sur la planète d'après mes souvenirs. Et ce, cette fois-ci à Vulcania, sous forme de vidéo. Les animaux du futur, c'est super cool. Mais bon, non parce que là quand même on est déjà à 18 minutes de vidéo. Donc passons au numéro 1, le Transdémonium. Bienvenue dans un land qui va disparaître au parc Astérix. On arrive dans la rue de Paris. En plus, le fait de traverser une muraille qui utilise le principe de pareidolie, en termes moins savants dans le cas présent, c'est tout simplement voir des visages sur un bâtiment, car c'était un petit peu aussi rencontrer Uderzo, le papa d'Astérix. Oui, car en effet, il a dessiné les croquis de ce décor, qui représente 2 tours amoureuses. Enfin, malheureusement pour l'instant. Les tours vont être remplacées par les tours d'un stade de rugby. On rentre ainsi dans l'univers de la BD Astérix chez les Bretons. Ce nouveau land va tout simplement remplacer la rue de Paris. Donc c'est parti pour un rapide tour d'horizon. On y trouvait bien des décors. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui ça paraît vieillot. Comme cette petite scénette, ambiance 19e siècle. C'était juste des mannequins mouvants, mais ça faisait le taf. Le deuxième nom de la rue de Paris était à travers le temps. C'est logique, on passait du 19e siècle au Moyen-Âge. On y voyait même des artisans travailler dans le passé et des spectacles de chevaliers. Et même de fauconnerie. Mais il y avait aussi une autre zone un peu particulière, une tête démoniaque. Elle servait de sortie pour le Transdémonium, l'attraction dont on va parler pour cette fin de vidéo. Mais avant celle-ci, il y en avait déjà une. Enfin, une qui n'a jamais ouvert. Et c'était justement l'entrée de cette attraction avortée. Et on s'est dit que ça serait peut-être l'occasion justement de vous parler un peu d'une anecdote et d'approfondir une anecdote justement un peu plus poussée qui avait été évoquée à propos de l'apocalypse, les peurs de l'an 1000. Et oui, tu fais bien de le dire, car l'apocalypse c'est une réalité, l'apocalypse a réellement existé, c'est bien l'ancêtre du Transdémonium. L'homme que vous avez en face de vous est Jean-Marc Toussaint, l'un des créatifs qui entoure l'attraction de Transdémonium. J'allais te dire l'an 1000, mais c'est un petit peu trop. Non, je te proposerais 1989-1990. Okay. Époque à laquelle mon camarade Daniel, photographe, Daniel Roux, et moi sommes allés visiter le chantier justement de l'Apocalypse. Il y a des photos qui existent de l'Apocalypse, de ce premier train fantôme qui était le précurseur du Transdémonium. Et après toutes ces années, moi, ce qui m'avait le plus marqué dans cette histoire, c'était un énorme visage constitué de rats. C'est-à-dire que dans l'obscurité, tu voyais effectivement un visage un peu spectral et un effet de lumière changeait. Et on se rendait compte que ce visage était entièrement constitué de rats. Et il y avait des gros yeux globuleux de la silhouette humaine qui s'allumait. Et c'était vraiment très très spectaculaire. Alors des statuettes ou des effets de l'ancienne attraction, on en retrouvait encore dans le Transdémonium. Et si je passe à la photo suivante, on voit bien le rail unique qui est au sol, qui est non seulement un rail guide, mais le rail d'alimentation du petit moteur du véhicule. Mais ça, c'était très très beau, je trouvais. C'était en fait une procession d'âmes damnées se rendant aux enfers. Ironiquement, cette attraction n'ouvrira jamais, tout comme les lits d'hôpitaux lors du Covid. Tout comme un moyen de transport, une attraction doit être rentable. Ainsi, on parle de débit voyageur. Et c'est justement à cause de son rendement trop faible que l'attraction ne sera jamais ouverte, car elle aurait demandé trop d'entretien. Cependant, elle a permis aux créatifs d'acquérir des savoir-faire. C'était un effet de train fantôme classique où, au moment où le véhicule s'approche, on te descend ces espèces des ficelles, on va pas appelons un chat ou un dragon. Et évidemment, c'est là où il y avait principalement les problèmes de synchronisation, parce que quand vous verrez le véhicule, vous dites si le bidule là il est baissé, le véhicule il passe pas. Ah, donc il y a vraiment un mécanisme qui descendait. Il y avait un mécanisme qui le faisait descendre et balancer pour qu'on ait ça dans la figure. Et on avait réfléchi à refaire un truc similaire dans le Transdémonium, sauf que on travaillait avec des Anglais et il venait de se produire un accident terrible en Angleterre. Je ne sais plus exactement où, mais je ne serais pas surpris si c'était à Blackpool Pleasure Beach. Il y avait un système comme ça, de ficelles qui pendouillaient. Dans le noir, ça vous balaye la figure, on ne sait pas ce que c'est. Il s'avère qu'il y a eu des accidents parce qu'il y a des gens qui rigolaient tellement que les ficelles s'accrochaient. Les personnes qui ont des appareils dentaires, vous savez, des bagues avec des parties métalliques très apparentes, ça s'accrochait dans les ficelles et on retrouvait des gens comme ça suspendus. Les matériaux qui sont en intérieur, comme ça, dans des établissements recevant du public, doivent correspondre à des normes anti-incendie. Il y a une échelle qui va de M0 à M4. M0, ça ne brûle pas. M4, tu le regardes, ça prend feu. Donc les matériaux qui sont acceptés en intérieur sont souvent M1 ou M2. On préfère M1 évidemment parce que ça résiste un peu plus longtemps au feu.
les matériaux des sculptures étaient bien émints, la peinture utilisée pour les mettre en couleur était bien émin. Quand on a appliqué cette peinture émin sur le matériau émin, il s'est produit une réaction chimique totalement imprévisible qui a transformé tous les décors en catégorie M4. Ça veut dire qu'ils étaient complètement inflammables. Donc il a fallu recouvrir encore de vernis, et c'est un des problèmes qui a causé, je dirais, le clou dans le cercueil de l'apocalypse. C'est ainsi qu'on est passé sur le Transdemonium. Ça sera la WGH qui créera cette nouvelle attraction, du moins d'un point de vue technique. C'est à la base une entreprise de transport logistique, mais qui propose aussi ses services pour des attractions. C'est ainsi que le parc Astérix aura son système clé en main. Le rail d'un aspect technique sera créé en totalité par l'entreprise susnommée. Jean-Marc Toussaint et son équipe n'ont qu'à créer les décors. Enfin, ce n'est pas une mince affaire non plus, pour développer enfin un dark ride dans le parc. Et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Il y en avait deux, le défi de César, et encore pas exactement. On était plus proche d'un parcours pédestre avec des effets numériques, avec un super animatronique, où un seul effet a été conservé et encore visitable, pour moi un véritable gâchis, et le Transdemonium. Jean-Marc Toussaint et son équipe vont créer un univers qui entoure cette attraction. Ils vont penser à une marionnette, nommée Passinette, un jeu de mots de Jean-Marc Toussaint. Et Passinette, elle l'était. Son nom complet, Mario Passinette. Il s'agit d'un guide. Nous sommes encore une fois au Moyen-Âge. Jean des Ténèbres, dans le lore de l'attraction, missionne sa marionnette de nous amener aux esprits enfermés avant l'an 1000, afin d'éviter une apocalypse. C'est bien le fait d'envoyer des visiteurs qui empêche cela. Ils sont là pour subir les méfaits des esprits. Ils sont là pour avoir peur, et donc les occuper et les distraire. Étant enfant, elle m'avait effrayé. C'est qu'elle fonctionnait. Mais pourquoi a-t-elle disparu? Tous ces changements de vitesse, c'est du convoyage industriel, donc théoriquement c'est prévu, mais ce qui s'est rajouté là-dessus, je dirais le nappage avec la petite cerise en fruits confits, c'est la fumée qui rendait tout ça huileux, graisseux, donc glissant, et donc ça causait des pannes. Ouais. Et c'est pour ça que le parc a pris la décision de mettre moins de fumée, jusqu'à ne plus en mettre du tout, je crois, et de faire le truc à vitesse constante. Alors... Ce qui a sonné le glas de cette attraction, c'est qu'elle s'abîmait. Il y a bien eu un projet de restauration après 2019 suite à un accident, mais elle sera totalement démontée pour installer une patinoire pour Noël. Ouais, Jean-Marc Toussaint avait bien un projet pour l'améliorer. Équiper les wagons de pistolets afin d'occuper les mains du visiteur. Tout simplement pour éviter qu'ils abîment les décors. Celui à l'image n'a même pas duré 1 an. Dans les dernières années de l'attraction, un changement drastique a été fait. Il n'y avait plus d'accélération dans l'attraction. Quoi? On l'a fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on a fait cette merde? Je sais pas, parce qu'on se faisait chier. C'était pas mal, ça permettait d'avoir des effets. Un faux quai d'embarquement vous accueillait à la fin. Et vous repartiez pour une dernière accélération. Oui, bien avant l'attraction de la momie au parc Universal. Et puis s'en vont. Et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y avait la vitesse de base qui était celle de la gare, et puis tu avais 4 autres phases, de la moins lente à la plus rapide. La plus rapide, c'était 25 km à l'heure. 25 km à l'heure, on n'y allait qu'une seule fois, c'était dans le drop à la fin. Pour donner cet effet. Et le drop, il faisait 5 mètres. Donc 5 mètres dans le noir à 25 km/h, ça marche. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une photo à ce moment-là, voilà. L'effet de surprise marchait plutôt pas mal. Tout ça a été supprimé pour des questions de coût. L'attraction coûtait cher à entretenir. Je parle d'accélération, oui, parce que cette attraction variait en vitesse. Suivant les endroits, l'attraction n'allait pas à la même vitesse. Ce qui a été un véritable casse-tête pour synchroniser le décor avec les wagons. Moi j'ai passé 2 ou 3 jours avec un technicien de programmation à faire l'attraction en boucle et à se dire, là il faut que il se passe ça. Le kiff absolu, le kiff total. Je vais te dire, et c'est dommage pour le parc Astérix, pour qui, je le rappelle, se positionne bien plus sur Halloween que Disneyland aujourd'hui. Car les Terrorific Night, c'est terminé. Vous connaissez pas les Terrorific Night? Tout cela se passait dans le 2e parc, ce qui sera une très bonne transition pour les prochaines vidéos. On retourne dans le monde merveilleux de Disneyland, enfin merveilleux pour le coup, bof. Tu savais qu'à une époque, à Disneyland Paris, il y avait l'événement d'Halloween le plus gore et le plus flippant de toute l'histoire de Disney. Ça s'appelait les Terrorific Nights et le but c'était vraiment de te faire peur, à tel point que certaines vidéos sont tellement flippantes que je peux même pas vous les montrer. Pas mal, non? C'est français. Oui, c'était unique à la France. Pour résumer, Disney a les thunes, mais n'a plus l'envie de faire des choses originales, et Astérix a de plus en plus de thunes, mais a abandonné ses anciens concepts. Et c'est dommage.